Bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Débat de Financial Afrique. Aujourd'hui, nous abordons un thème d'actualité, le dollar, une monnaie américaine, un problème africain, symbole de puissance pour les uns, instrument de dépendance pour les autres. Le billet vert reste au cœur des échanges mondiaux et donc au cœur des fragilités économiques africaines. Pourquoi, malgré les appels à la dédollarisation, le dollar conserve son trône? Quelle marge de manœuvre pour les économies africaines face à cette hégémonie? Et surtout, quelle piste pour bâtir une véritable résilience monétaire sur le continent? Pour en débattre, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur ce plateau Rivo Ratimandreissi. Il est CEO de la rencontre des entrepreneurs. Bonjour Rivo. Bonjour Amadjigen, bonjour Adama et bonjour aux techniciens. Et nous avons également Adama Wad, directeur de publication de Financial Afrique. Bonjour Amadjigen, bonjour Rivo, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être avec nous pour décrypter ensemble les rapports de force monétaires mondiaux et leurs implications pour l'Afrique. Alors, messieurs, selon vous, pourquoi le dollar reste incontournable pour le commerce mondial près d'un siècle après la fin de l'étalon or? Peut-être Adama, tu as laissé. Oui. Comme d'habitude, honneur à tout honneur, tout seigneur, à tout honneur. Non, vous savez, le dollar, le billet vert américain est prédominant, comme vous l'avez dit, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, exactement depuis 1944, avec les accords de Bretton Woods. Donc le dollar a été imposé comme une monnaie des échanges internationaux, une monnaie pour les réserves de change, une monnaie pour aussi le pétrole, puisqu'il y a le pétrodollar depuis 1974. Mais pourtant, malgré cette hégémonie, il y a eu quand même une cassure très nette qui est intervenue en 1971 avec la fin de l'étalon or. Et cette cassure devrait peut-être sonner une alarme parce qu'elle était unilatérale. Les Américains qui avaient donc fixé une parité entre le dollar et l'or, je pense qu'un dollar, une once d'or c'était 35 $. Voilà. Donc les Américains à un certain moment ne pouvaient plus suivre et ils ont décidé de manière unilatérale de mettre fin à ce système. Et ils ont décidé, parce qu'il y avait beaucoup de pays aussi qui les avaient poussés à bout, dont la France. Et finalement, ils ont trouvé très commode de se désengager de tous leurs engagements, de convertir le dollar en or et de laisser les gens avec leurs problèmes. D'où la célèbre phrase attribuée à Nixon, le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème. Et je dirais, c'est une monnaie américaine, c'est un problème africain. Alors, déjà, peut-être le dollar, c'est-à-dire qu'effectivement, le dollar est devenu la monnaie mondiale. En gros, on ne va pas faire ici l'historique, en fait, pourquoi il est devenu la monnaie mondiale. Mais Adama l'a rappelé tout à l'heure, en fait, avec l'accord de Bretton Woods, donc c'est le 15 août 71 exactement, où les Américains ont décidé de sortir l'accord de Bretton Woods, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre fin, c'est-à-dire que quand vous possédez des dollars, vous avez la possibilité de le convertir en or. Et De Gaulle était le dernier président occidentaux à vouloir en fait envoyer demain aux Américains par bateau tous les dollars qu'ils avaient pour que les Américains en fait demain puissent les convertir en or. Alors pourquoi en étant arrivé là déjà, pourquoi ils étaient en faillite? C'était tout simplement, c'est-à-dire que normalement la parité, c'est-à-dire que vous avez une once d'or pour les billets. Mais à un moment donné, quand vous mettez plus de billets finalement que vous avez de l'or, finalement, il y a un souci. Parce que quand les gens vont vous demander, écoutez, moi, mes dollars, je voudrais que vous les changez en once d'or ou en lingots, vous n'avez plus. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, c'est-à-dire quand Trump est élu aux États-Unis, est élu là récemment, il avait promis de faire un audit de Fort Knox. Fort Knox, c'est l'endroit où les Américains stockent tout l'or parce que depuis 71, personne ne sait. Après, il y a des légendes, il y a toute une histoire, il y a toute une légende autour de Fort Knox. Est-ce que l'or est encore là-bas? Ou est-ce que c'est vide et que les Américains, en fait, jouent au poker? C'est ça, en gros, là où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, les Américains, Adama l'a rappelé, ils ont imposé. On n'a pas choisi que le dollar soit notre monnaie d'échange international, mais ce sont les Américains qui l'ont imposé, qui l'ont même exigé. Donc, après, peut-être on aura l'occasion d'échanger sur le plan géopolitique, parce que tous ceux qui se sont mis à travers de cette
expansion, du moins de cette domination absolue du dollar, ils étaient tous 6 pieds sous terre. Alors, si on essaie de comprendre cette puissance du dollar, est-ce qu'elle est plutôt d'ordre financier ou géopolitique finalement? Alors, moi, je dirais d'abord, elle est militaire. C'est quand même la première puissance militaire au monde, les États-Unis. C'est aussi la première puissance économique et financière. La force du dollar vient d'où? Elle vient du fait qu'aujourd'hui, toutes les réserves de change sont majoritairement en dollars. 89%. Selon l'économiste guinéen Aboubakr Bari, qui devait être d'ailleurs notre invité aujourd'hui et qui, pour des raisons techniques, n'a pas pu se joindre avec nous. Donc, 89% des réserves de change du monde entier sont libellées en dollars. Ce n'est pas tout. Vous avez le marché des changes. Il est dominé par le dollar dans une proportion écrasante. Ce n'est pas tout. Vous avez le marché de l'énergie, le pétrole et le gaz. D'une manière écrasante, il est dominé par le dollar. Donc, vous avez le marché de la dette, les obligations, etc., les eurobonds et autres, de manière écrasante, c'est le dollar. Donc, finalement, vous avez là une monnaie qui n'est plus américaine, qui est mondiale, parce que les obligations sont émises en dehors du territoire des États-Unis pour la plupart. Donc, l'hégémonie du dollar est telle que même le système SWIFT, qui est américain, c'est-à-dire tout ce qui est virement, bancaire, etc., il est dominé de manière unilatérale par les Américains. Il n'y a pas d'autres acteurs qui peuvent décider. Ils peuvent nous inscrire comme ils veulent. On l'a vu en 2022, lors de la crise russo-ukrainienne, quand la Russie a été exclue. Et d'ailleurs, ce qui a poussé la Russie à créer un système de transfert équivalent au SWIFT, mais qui reste très minime, très limité, et qui ne peut pas s'y plier à un système aussi hégémonique que le SWIFT, le dollar, etc., et tout ce qui va avec. La Chine aussi a essayé avec des yuan, déjà des pétro-yuan, pour faire face au pétrodollar, c'est-à-dire la Chine dit à certains pays, écoutez, je vous achète directement votre pétrole, je vous le paye en yuan. Voilà. Donc, c'est des expériences pour le moment, c'est très artisanal, très expérimental, mais ça a le mérite d'exister. Vous avez aussi beaucoup de pays qui font des swaps de devises de manière bilatérale. Je vous achète votre blé, on fait un échange de swap, mais en définitive, vous avez toujours quelque part le dollar, qui est l'expression aujourd'hui d'une c'est-à-dire obligation entre les parties au niveau international, qui est la meilleure forme reconnue en termes de paiement. Donc, même l'euro qui a été lancé, je pense, en 1999, avec des velléités de concurrence, s'est rangé tout bonnement sous le dieu dollar. Donc, je pense que nous, les Africains, puisqu'on parle de monnaies africaines, je pense, en définitive, de souveraineté et de monnaie unique, nous devons prendre en compte cette hégémonie du dollar. Alors, Ivo, qu'est-ce qui fait cette puissance du dollar, votre avis à vous? Mais en fait, Adama l'a évoqué tout à l'heure, donc peut-être restons un peu sur la partie géopolitique. C'est-à-dire que, une fois encore, je l'ai dit, le dollar, personne ne l'a choisi. Ce sont les Américains qui l'ont imposé. Je pense que c'est très important, finalement, de moi de le mentionner. Et il faut comprendre, en fait, l'historique, en fait, pourquoi ils l'ont imposé. Parce qu'aujourd'hui, les Américains, dans le système aujourd'hui, les Américains, ils ont un déficit, je pense qu'ici, on a eu l'occasion de le dire, ou du moins, j'ai eu l'occasion de le dire, ils ont un déficit budgétaire. En gros, le monde entier finance leur déficit. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme c'est eux qui ont le monopole de l'émission de dollars, ils peuvent avoir un déficit budgétaire à l'infini, tout simplement parce que le monde, en fait, aura toujours besoin de dollars. Donc, chaque fois, comme Adama évoquait tout à l'heure, on échange de dollars sur le SWIFT ou du moins sur les marchés de change, il faudrait finalement donc imprimer du moins des nouveaux dollars. Donc, les Américains l'ont imposé. Dans les années 70, pendant la première crise, après la sortie de l'accord de Bretton Woods, il va falloir maintenant donc imprimer des dollars. Comment finalement il faut faire? Ils ont obligé, c'est ça, ils ont tordu le bras aux pays arabes pour que le pétrole puisse être échangé en dollars. Uniquement en dollars. Uniquement en dollars. Ils l'ont imposé, c'était ça. Et d'ailleurs, pour preuve, celui qui voulait sortir de ça dans les années 90, qui s'appelle Saddam Hussein, il voulait échanger le pétrole en euros. Mais man lui a pris. Vous savez ce que nous avons des Américains? Envahir, mensonge. Donc, ça veut dire que les Américains tiennent en fait avec leur dollar. Et même aujourd'hui, pour preuve, le dollar est devenu en fait une monnaie
extraterritoriale. C'est-à-dire que, rappelons-nous, BNP, une banque d'affaires française, qui a eu l'audace de commercer avec l'Iran, qui était sous sanction américaine. Et les Américains, finalement, l'ont sanctionné parce que ils disent finalement que, comme Adama l'a rappelé, la monnaie d'échange internationale, c'est le dollar. Ils ont utilisé le dollar sur un pays dont la France ne sanctionnait pas, mais les Américains sanctionnaient. Ils ont payé une amende énorme. Donc aujourd'hui, le dollar, en fait, c'est devenu, c'est une monnaie la domination de l'Empire. C'est une monnaie américaine. Voilà, c'est une monnaie américaine, la domination de l'Empire. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que les choses évoluent. Adama parlait de 80%. Quand on regarde aujourd'hui, le dollar reste, je suis d'accord, reste toujours la monnaie de réserve de la plupart des banques centrales. Mais les choses quand même évoluent. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était 80%, donc allez, quasi la totalité finalement donc, du pays dans le monde était obligé d'avoir des dollars. Aujourd'hui, ils sont aux alentours de 50%. Je vais vous décevoir. Aujourd'hui, c'est 89%. Non, c'est-à-dire que si on regarde... 89%. Non, alors où je vous parle, cher Deboye, je sais que vous n'êtes pas... Non, mais c'est-à-dire que... Après, on peut regarder les chiffres en termes de sources, etc. et tout, mais je sais juste aujourd'hui que la part du dollar, c'est-à-dire que la part de l'ensemble, c'est-à-dire que la part des réserves de chaque banque centrale en termes de dollars a régressé. Pourquoi demain ça a régressé? Parce que justement, avec l'émergence des BRICS, Adama a dit tout à l'heure, et puis je finis là-dessus, par rapport au SWIFT, peut-être il faut rappeler à nos téléspectateurs, le SWIFT c'est quoi? Le SWIFT c'est-à-dire que c'est un système par qui tous les virements internationaux passent. Et depuis l'attentat de 2001 aux États-Unis, les Américains ont dit finalement au nom du Patriot Act, ils allaient voir, c'est-à-dire des yeux, ils allaient surveiller tout. Et donc aujourd'hui, tout passe par le SWIFT auparavant. Donc la CIA surveillait toute transaction qui est passée par le SWIFT. Mais depuis la guerre, par exemple, avec l'Ukraine, bon, depuis qu'ils ont sanctionné, par exemple, les Russes, ils ont développé, en fait, leur propre système. Aussi bien qu'aujourd'hui, grâce à cause de la guerre qui est là, bon, peut-être ça dépend de quelle place nous sommes, aujourd'hui, à l'instant où on parle, la transaction que les Russes font avec les Chinois sur le pétrole, parce qu'ils ont construit un gazoduc, c'est-à-dire que les Européens ont sanctionné les Russes pour ne plus fournir, en gros, en termes d'énergie, finalement, sur l'Europe, avec qu'on appelle le oléoduc, de moins qu'ils ont fait exploser. Donc maintenant, le Nord Stream. Voilà, les Nord Stream, merci Adama. Ils ont construit via qu'on appelle ça là, via la Sibérie, un pipeline pour alimenter en fait la Russie. Donc aujourd'hui, les Américains, plus personne maintenant ne sait combien se montent en fait ces transactions. Donc c'est ça, je dis en fait la bonne nouvelle, c'est-à-dire que, et la deuxième bonne nouvelle, c'est que les Russes, ils ont complètement, c'est-à-dire vendu tous les dollars qu'ils avaient finalement au niveau de leur banque centrale. Justement pour ne pas avoir cette pression. Parce qu'une fois encore, tant que vous avez les dollars, les Américains vont mettre la pression. Et vous voyez, sujet d'actualité, Donald Trump est parti en Chine. Ils ont trouvé un accord de brave. Pourquoi? Tout simplement parce que les Chinois, c'est le deuxième pays détenteur en fait des bonds américains. Les bonds américains, ce sont les bons de trésor américains. Donc, si vous faites le malin avec votre créancier ou avec votre débiteur, celui qui vous donne le plus d'argent, vous êtes obligé, en gros, de systématiquement faire, du moins, trouver un accord ou du moins trouver un consensus pour que les choses, en fait, puissent faire. Donc, ce que je dis, donc, pour synthétiser mon propos à Madjigen et à Dama, c'est que, bonne nouvelle, BRICS arrive aussi, le BRICS arrive. Justement, tous les systèmes qui se mettent autour du BRICS, c'est justement pour contrecarrer cette domination du dollar qu'aujourd'hui, que les gens n'en veulent plus. Mais est-ce que les BRICS font le poids? Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme Adama dit aujourd'hui, regardez demain, la Chine, dans les 10 prochaines années, on sait que la Chine sera la première économie mondiale. Vous avez qui à l'intérieur? C'est-à-dire que si on prend uniquement sur les critères démographiques, le BRICS contient avec la Chine et l'Inde, désormais, les 2/3 de l'humanité. L'Inde a plus d'1 milliard, les Chinois sont plus d'1 milliard. Ils sont dans le BRICS. Vous ajoutez le Brésil, une puissance émergente qui a numéro 1 en tout ce qui est agroalimentaire. Vous ajoutez les pays comme l'Afrique du Sud, mine de rien, le pays qui représente du moins le continent assez avancé quand même sur plusieurs domaines. Mais justement, tous ces pays-là s'accordent à dire que la domination du dollar, parce que la domination du dollar, ça veut dire quoi? C'est que les Américains vous disent ce qu'ils veulent. Et ce qui pose problème aujourd'hui à tout le monde, c'est ça. Par exemple, regardez le Venezuela. Tous ceux qui sont dans les viseurs des Américains, ils ont des problèmes. Regardez les Cubains.
personne ne peut commercer avec les Cubains. Sinon, les Américains vous sanctionnent. Venezuela, personne ne peut commercer avec les Vénézuéliens parce que sinon, ils vous sanctionnent. Les Iraniens, depuis quasiment plus de 30 ans, un pays à plus de 100 millions d'habitants sanctionné parce que, pour X raisons. Vous vous dites, OK, si vous êtes fâché avec Adama, mais moi, je peux m'entendre avec vous. Mais comme la monnaie sur laquelle on va échanger sur le dollar, mais les Américains, en fait, vous sanctionnent. Donc, pour moi, une bonne nouvelle, que les choses évoluent. Le BRICS, je trouve, ils sont en train de mettre en place, justement, à travers tout un système. Et aujourd'hui, on voit émerger, Adama l'a évoqué tout à l'heure, les échanges désormais, par exemple, le pétrole entre l'Arabie Saoudite et la Chine se fait désormais en yuan. Après, pose le problème, qu'est-ce que les Saoudiens vont faire du yuan? Donc là, peut-être... Ils suffit des swaps de devises. Voilà, des swaps de devises, mais... L'échange, en fait, se fait en yuan. Et même, voilà, donc peut-être on parlera de l'or tout à l'heure par rapport... Alors, Adama, est-ce que déjà les BRICS peuvent être une alternative? Alors, moi le BRICS, moi, je dis toujours que c'est un vœu pieux. C'est une belle organisation qui est née américaine. Si je ne m'abuse, un économiste à ses heures d'insomnie qui a inventé le terme BRICS parce qu'il avait décelé chez ces pays des velléités d'émergence. Donc, pour faire son analyse économique, il avait qualifié ces pays de BRICS et ça s'est imposé, tant mieux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une unité au sein des BRICS. Nous avons le Brésil, par exemple, qui est beaucoup plus réaliste par rapport justement à la place du dollar, à la dédollarisation, et qui estime que les accords bilatéraux, etc., peuvent suffire, mais pas aller jusqu'à la dédollarisation, même si Lula a eu à dire... pourquoi les échanges se font uniquement en dollars. Mais là, c'est le président Lula. On le comprend, comme on comprend Ribot d'ailleurs. Par contre, le problème pour nous, Africains, puisque beaucoup de nos pays sont membres des BRICS, mais les BRICS, ça ne résout pas le problème. On passe d'une hégémonie à une autre. On est sous hégémonie américaine en ce moment occidentale. Avec les BRICS, c'est l'hégémonie chinoise, tout simplement. Et l'alternative crédible pour les pays africains, c'est plutôt d'essayer d'avoir une monnaie forte, peut-être, qui puisse s'imposer dans les échanges internationaux, une monnaie qui puisse être échangeable sur les places financières internationales, une monnaie qui puisse être, qui puisse avoir de la valeur, qui puisse être source d'échanges, qui puissent peut-être être adossés sur le dollar, excusez-moi, sur l'or plutôt, puisque... Mais là, le vœu est là, mais c'est le consensus qui pose problème. Effectivement, le vœu est là, mais plus que le vœu, nous avons aussi la capacité. Quand on dit qu'un pays comme le Mali a exporté 60 tonnes d'or par an, on se dit quand même que c'est pas... il y a de la puissance. La Mauritanie, 22 tonnes d'or. Mais écoute, ces pays peuvent quand même aujourd'hui construire une monnaie adossée sur l'or. C'est peut-être là le vœu pieux. Mais n'oubliez pas, attends, peut-être pour remonter par rapport à Damadi, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui voulait le faire. Il s'appelle, toujours, 6 pieds sous terre, il s'appelle Kadhafi. C'est-à-dire que Kadhafi... Non. Non, mais Kadhafi, non. Franchement... Laisse-moi juste finir. Sortons des... Non, mais laisse-moi juste finir. Kadhafi voulait faire une monnaie, c'est-à-dire que non plus finalement adossée, finalement une monnaie africaine adossée à l'or. C'est ça le tort de Kadhafi. C'est-à-dire que après, c'est quelque chose, en fait, Adama dit c'est un vieux pieux. Moi, je dis juste, en fait, dans ma thèse, les Américains, c'est-à-dire que pour eux, c'est une chasse gardée. C'est-à-dire que vous devez utiliser le dollar. Tu n'as pas le choix, Madjiguel. Ton franc CFA, à la limite, tu peux, mais un truc, quand ça devient sérieux, tu dois utiliser le dollar. Tu n'as pas le choix, tu dois utiliser le dollar. C'est le choix. Et Kadhafi, maintenant, personne n'a le choix. La preuve, Kadhafi, il dit finalement qu'il voulait faire une monnaie africaine adossée à l'or. Qu'est-ce qu'il a fait, Kadhafi? Le temps l'a bombardé. Avec Obama, d'ailleurs, ça aussi, quand même ça, un jour aussi, quand même ça, il faudrait qu'on fasse une émission spéciale sur Obama. Puis je vais me permettre... Quelqu'un a eu le prix Nobel de la paix, qui a fait la guerre en Syrie, et qui est le premier président, finalement, américain, peut-être, il y a Reagan en 86, mais le deuxième président, on va dire, américain, qui a osé bombarder, finalement, je ferme la parenthèse. Non, c'est le Kadhafi, juste pour rétablir le fait. Vas-y. Kadhafi a effectivement été, entre autres chefs d'État africains, c'est lui qui était le plus visible parce qu'il avait de l'argent. Ils ont lancé 3 projets.
la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain et à terme la monnaie africaine. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est mort. Ce projet, il est là. Il est là, il est perdu dans les pesanteurs de l'Union africaine. Il n'a jamais été abandonné. Il avance. Dans chaque réunion de l'IA, beaucoup de présidents en parlent. Le caucus des banques centrales africaines, il essaye de progresser vers comment on appelle ça, la Banque centrale africaine, la BCA. Mais le problème, il relève de nous, en tant que pays africains. Les pesanteurs sont nôtres. Le fait que nos banques centrales gardent leurs prérogatives jalousement ne relève pas d'une volonté de l'OTAN ou américaine. Par contre, pour Kadhafi, il est mort, mais c'est très simple. Il y a eu le printemps arabe, je pense que vous vous rappelez, 2011, une rébellion qui éclate. Sous drapeau, hein? Effectivement, peut-être. Et lui qui se lève pour combattre la rébellion. Et finalement, il a été vaincu par cette rébellion. Je ne pense pas que l'une des factions libyennes est vraiment un problème par rapport à la monnaie africaine. Non, je souscris pas il est tombé dans une guerre de clans. Maintenant, il y a des causes peut-être internationales à cette chute. Il y a certainement des causes. On a vu dernièrement plein de développements entre la France et la Libye, puisque la France était quand même au devant de cette, de cette attaque contre la Libye à l'époque pour protéger les populations civiles. C'était le prétexte de la résolution de l'ONU, faire table rase au-dessus des ciels de Benghazi. Finalement, ce mandat s'est transformé en pratiquement déposé Kadhafi et à terme, on l'a vu mort, bien mort. Mais dire que c'est parce qu'il a lancé une monnaie africaine qu'il est mort. C'est une des grandes. Là, je ne souscris pas. Non. Je trouve que là, quand même, c'est un peu fort. Mais de la même manière que c'est-à-dire que tout ce que tu dis, Adama, c'est-à-dire que sur la mort de Kadhafi, ça, c'est le storytelling de moi qu'ils ont fait croire. Il n'y a jamais eu de rébellion. C'est-à-dire qu'ils l'ont tué. C'est-à-dire qu'ils ont maquillé ça pour tuer. Mais on ne va pas faire une émission autour de la Libye. Oui. Voilà. Mais il faut revenir à l'Afrique. C'est-à-dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut revenir à l'Afrique avec la monnaie. C'est-à-dire que pourquoi les dollars, en fait, aujourd'hui, nous posent problème. Je le dis finalement, premièrement, c'est un instrument de domination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend la zone UEMOA, nous, notre franc CFA est arrimé à l'euro. D'accord? Et l'euro en parité fixe par rapport à l'euro. Or, nous commerçons en dollars. Donc, quand le Sénégal aujourd'hui vend ses arachides aux Chinois, ils le vendent en dollars en fait. D'accord? Et ensuite, pour que ce dollar en fait puisse être rapatrié chez nous, il faut qu'il soit en fait converti, finalement, il faut qu'il soit converti en euros. Et donc, nous, pendant des années, d'ailleurs, j'ai fait des recherches en termes d'études. Lorsque le franc CFA était, c'est-à-dire lorsque le compte d'opération finalement de toute la zone UEMOA était à la Banque de France, quel est le manque à gagner finalement de tous nos pays durant plus d'une 3 ou 4, 5 décennies quand on était là-bas, lorsque nous on commerçait, lorsque le Mali vendait son or, lorsque le Burkina vendait son coton, lorsque le Sénégal vendait ses arachides, quel est le manque à gagner finalement de tous nos pays quand le compte d'opération était géré par la France? Entre la conversion, le commerce international devait se faire en dollars. Et nous, en fait, c'est-à-dire que comme à l'époque, c'était en francs français, il y avait une parité francs français, francs CFA. Lorsqu'il fallait convertir le dollar en francs CFA, et ensuite, il fallait convertir le franc CFA, du moins, le franc français en francs CFA. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est un problème de politique économique, en fait, de nos pays, cher Adama. C'est-à-dire que quelle est notre politique économique? Au lieu de faire de la répétition, libéraux contre keynésiens, contre Milton Friedman, les libéraux, les néolibéraux, avec les keynésianismes. Adama Taleb, je ne sais pas s'il a dit exprès, il voulait dire en fait une monnaie forte. Mais ça dépend en fait. Une monnaie forte, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec le franc CFA. Mais la monnaie forte nous tue, c'est-à-dire que nous tue notre compétitivité. On importe finalement du chômage. C'est ça, par exemple, nous on comprend. Non, le franc CFA n'est pas une monnaie forte. Non, mais c'est une monnaie forte, Adama, parce qu'elle nous empêche, c'est-à-dire qu'aucun produit que nous produisons n'est compétitif. Regarde le riz, prenons l'exemple du riz. Comment se fait-il que le riz, qui est produit au Vietnam, ta spécialité, produit au Vietnam, transporté depuis le Vietnam, paie le droit de douane au Sénégal, distribué au Sénégal, il a un prix compétitif par rapport
au riz qui est produit localement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des domaines techniques. Oui, d'accord, le transport est moins cher et ainsi de suite, le coût de production parce qu'on produit en masse. Mais la monnaie joue un rôle important. Quand on regarde, c'est-à-dire que la monnaie, pourquoi les Chinois veillent sur le yuan quand ils veillent en fait du lait sur le feu? Comme la preuve même de leurs yeux, même j'allais dire. Parce que tout simplement, d'ailleurs, la bataille aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce que Trump fait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a toute une théorie. Après, il y a des économistes peut-être. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais moi, je suis. Mais je dis juste qu'il y a toute une branche de spécialistes qui disent que ce que Trump fait, il fait exprès pour affaiblir le dollar. Pourquoi affaiblir le dollar? Parce que pour gagner en compétitivité. C'est-à-dire que si vous produisez chez vous et que pour avoir ce produit-là, finalement, il faut et que versus finalement avant pour avoir ce produit il faut 2, mais les gens vont chercher là en fait finalement, là ils ont le plus de produits. Donc je trouve qu'aujourd'hui, pour finir dessus Amadjiguel, ce qui nous manque c'est véritablement quelle est la politique africaine économique, quelle est notre politique économique et non pas la politique développée par le FMI, non pas une politique économique développée par la Banque mondiale et encore moins la politique économique développée par les libéraux, du moins si on peut dire comme ça. Je ne dis pas non plus parce que pour preuve, regardez les Chinois. J'aime bien les Chinois et il y a 3 pays que j'aime bien d'ailleurs asiatiques. Les Japonais, les Coréens et les Chinois. Ils ont, pour preuve, juste aussi peut-être pour rappeler à nos téléspectateurs, les pays que je viens de citer là, ils n'ont aucun prix Nobel d'économie. Ça aussi, peut-être, il faut que les gens le sachent. Les Chinois n'ont jamais produit un prix Nobel d'économie. Nous n'en avons pas. Non, c'est-à-dire que les Chinois n'ont pas un prix Nobel d'économie. Les Japon, si peut-être à vérifier, il ne me semble pas, et encore moins la Corée. Mais néanmoins, ces pays-là, ça n'empêche pas que ces pays-là, finalement, puissent être prospères. Pourquoi ils sont prospères? Aujourd'hui, quand vous analysez la Chine, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la politique économique chinoise est libérale? Est-ce qu'on peut dire que la politique économique chinoise aujourd'hui, finalement, est de gauche ou de moins progressiste? Personne ne le sait parce qu'ils ont développé leur propre politique économique. La même chose pour le Japon. Le Japon a su développer en s'inspirant du keynésianisme. Donc, j'aime beaucoup, finalement, l'économiste Ozuma Shinomura. C'est un des pères, on dit, finalement, de miracle. Moi, je crois pas au miracle, la japonaise. Il a su adapter, en fait, la politique du keynésianisme. C'est-à-dire que la politique keynésianisme, du moins, au contexte, en fait, japonais. Nous autres, Africains, où est-ce que nous sommes? Où sont nos ministres de l'économie? Où sont nos ministres des finances qui sont capables, en fait, de nous produire une vraie thèse économique, en fait, adaptée à notre écosystème? Et quand vous regardez bien, tous les ministres économiques, du moins de ce continent, ce sont juste pour moi des répétiteurs. Oui, j'ai fait une thèse, je ne sais pas, à Sorbonne, j'ai fait une thèse à Berkeley. C'est juste un bis répétita, oui, voilà, Milton Friedman, keynésianisme, il faut. En fait, que de recettes classiques, mais qui ne marchent pas chez nous. Et c'est ça, en fait, toute la problématique aujourd'hui. Donc, moi, j'appelle de mes voeux, justement, une renaissance d'une politique monétaire africaine. Quelle est cette politique monétaire africaine? Je n'en sais rien, Dama. Est-ce qu'il faudrait qu'on bâtisse, comme Kadhafi l'a dit, une banque centrale africaine? Je n'en sais rien. C'est l'Union africaine, c'est pas Kadhafi. Oui, mais bon, l'Union africaine, comme je l'ai l'occasion de dire ici, ce sont des tueurs de projets. Et ces gens-là, ils ne savent pas, en fait, gérer des projets. Tout ce qu'on leur donne, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'or, ils vont le transformer en bronze et encore peut-être en plomb. C'est ça, moi, je me dis. Je ne vois pas qu'est-ce que l'Union africaine a sorti comme projet qui travaille pour ce continent, qui a prospéré. Tout ce qu'on leur donne, ils n'arrivent pas. L'Union africaine, il y a beaucoup de guerres sur le continent. Aujourd'hui, la Tanzanie est en feu en sang. Madagascar, mon pays d'origine, était en feu en sang. C'est-à-dire que Cameroun est en feu en sang. Il est où l'Union africaine? Le Mali, aujourd'hui, d'accord, il y a beaucoup de problèmes, du moins pour X raisons, mais juste pour ça. Le Burkina, il est où l'Union africaine? Est-ce que j'ai entendu un communiqué? Peut-être tu me diras, dire, OK, l'Union africaine exprime sa solidarité au peuple malien qui souffre aujourd'hui. L'Union africaine exprime. Non, ça veut dire que... Je sais, on sort un petit peu, on sort du cadre, mais un peu pour en rester sur le dollar, on revient avec Adama. Si les monnaies africaines n'arrivent pas à faire le poids, quand même, l'euro, le yuan sont des monnaies fortes. Qu'est-ce qui fait que ces monnaies-là n'arrivent pas à changer la donne, n'arrivent pas à jouer ce rôle-là? D'accord. Je continuerai. Deux niveaux de réponse. Premièrement, c'est un petit peu pour remettre les pendules à l'heure par rapport à la compétitivité des produits agricoles africains à l'export ou bien même sur le marché local ou régional. Vous avez pris l'exemple du riz. Effectivement, le riz est produit en Afrique de l'Ouest n'est pas compétitif comparé au riz asiatique. Mais ça, dans la réponse, il faudrait dissocier la compétitivité peut-être avec le versant monétaire de la compétitivité
qui concernent peut-être des produits à l'export, mais aussi il y a d'autres versants beaucoup plus déterminants, ce sont les facteurs de production. Le riz au Sénégal ou en Côte d'Ivoire pâtit déjà d'une faiblesse en termes de projets. C'est quand même des productions beaucoup plus modestes par rapport aux grandes surfaces emblavées en Chine, en Inde, etc. Deuxièmement, le coût de l'énergie, il est extrêmement élevé. Dernièrement, on avait sorti, je pense, sur Financial Afrique, un diagramme montrant le coût du kilowattheure en Afrique, mais il est complètement hors sol et il ne peut pas garantir une productivité. Et dernièrement, le facteur humain, le capital humain, la main-d'œuvre africaine, elle est d'abord moins abondante, paradoxalement. Aujourd'hui, en tout cas, dans les zones rurales où on produit le riz, il y a une vraie inflation salariale qu'on voit, en tout cas comparée aux pays asiatiques. Donc, tout ça additionné fait que les produits africains sont peu compétitifs par rapport aux produits asiatiques. Mais mettre tout ça dans la monnaie, à mon avis, c'est complètement oublier que ce qui est déterminant dans la production agricole, c'est l'eau, c'est l'énergie, c'est la mécanisation, c'est, comment dirais-je, les semences, les intrants, etc. Donc, il y a une analyse à faire, mais la monnaie, si elle joue un rôle peut-être sur les intrants importés, mais pas grand-chose. Moi, je dirais que son impact ne va pas au-delà de 20%, en tout cas dans la production du riz. Par contre, sur le deuxième volet, vous avez demandé est-ce que les monnaies, par exemple, asiatiques ou européennes. Vous savez que l'Europe, c'est le vassal de l'Amérique, mais le vassal assimé, et c'est le vassal qui accepte un petit peu cette protection américaine à travers l'OTAN. Et cette protection américaine... C'est fort ce que tu dis là, Adam. Oui, mais je souscris. Non seulement c'est fort, mais c'est un statut assimé, sans complexe. Parce que l'Europe est gouvernée aussi par une élite qui connaît ses intérêts, donc qui négocie au fur et à mesure. N'oubliez pas que cette vassalité est née quand même d'une situation très désastreuse. C'était la Deuxième Guerre mondiale, le secours américain, qui est arrivé d'ailleurs à temps. Et je pense que depuis lors, l'Europe de l'Ouest, en tout cas, a accepté que l'Amérique soit à la fois le gardien du temple et en même temps le trésorier. Donc là, il s'accommode de cette situation, mais comme vous le voyez, ça évolue avec le temps. Peut-être aujourd'hui, il y a des velléités d'indépendance, mais pas d'indépendance monétaire. Donc l'euro est né d'une situation d'un rapport de force presque militaire entre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Quant au yuan, là c'est extraordinaire, puisque les Chinois, c'est vraiment les héritiers de Confucius, c'est les héritiers d'une tradition vraiment qui dit grosso modo qu'il faut vaincre sans combattre. Et il y a un concubinage que tout le monde constate entre le communisme et le capitalisme, qui fait que la Chine est la première détentrice des bons de trésor américains. C'est quand même extraordinaire. C'est un pays qui achète énormément de dettes américaines, donc qui a son mot à dire sur les marchés financiers américains. Deuxièmement, la Chine a presque rattrapé les États-Unis sur le plan économique, sur le plan de la technologie, sur le plan de la course vers l'espace. Mais la Chine ne veut pas investir trop pour remettre en cause l'ordre mondial, en fait, la Pax Americana autour du dollar. Puisque la Chine est déjà gagnante. Pourquoi remettre en cause, pourquoi renverser la table quand on est deuxième puissance économique ou presque première puissance économique? Le système américain aujourd'hui marche bien pour la Chine, puisqu'elle a l'une des plus grandes réserves de change au monde, elle a l'un des plus grands réservoirs en dollars, elle a l'un des plus grands parcs d'ingénieurs par rapport aux Américains, elle a des entreprises, les seules qui puissent arriver aujourd'hui à faire face aux GAFAM. Donc, pourquoi la Chine va-t-elle remettre en cause? Donc, la Chine s'accommode aussi. C'est
une sorte de vassalité, mais je dirais un rapport de force qui est à l'avantage de l'Amérique, mais pour combien de temps? Il y a un autre pays, une autre puissance qui veut sonner la halali, c'est la Russie. Alors la Russie est en guerre avec l'Ukraine, comme vous le voyez. Donc la Russie a été obligée de mettre sa monnaie, le rouble, au devant de ces transactions avec beaucoup de pays. Mais par crainte de sanctions américaines, beaucoup de pays ne veulent pas du tout entendre parler du rouble dans leur, que ce soit en termes de réserve, de banque centrale, il n'y en a pas d'ailleurs, que ce soit même pour l'achat du pétrole, c'est avec c'est dans des circonstances extrêmes que les pays achètent. Ce que font les Russes aujourd'hui, c'est envoyer les fameux bateaux fantômes qui circulent dans le monde entier et qui vendent du pétrole moins cher, mais hélas en dollars. Alors, Nemo? Oui, en fait, pour rebondir face à Adam a dit, c'est-à-dire que l'exemple chinois, en fait, c'est très important par rapport à la monnaie. C'est-à-dire que moi, je maintiens à dire que la monnaie, c'est un élément majeur, en fait, dans la compétitivité d'un pays. On prend l'exemple de la Chine. Comment la Chine a pu se développer, en fait, ces 30 dernières années, de manière exponentielle? Grâce au yuan faible. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, donc les Européens, ils ont dit, OK, chaîne de valeur, il faut qu'on trouve un pays le moins cher. Main d'œuvre moins cher, tout moins cher. Mais comment la Chine en fait est devenue moins chère? Parce que justement, à cause en fait d'une dépréciation finalement de leur monnaie. Le yuan aujourd'hui en fait n'est pas sur les marchés, une dépréciation volontaire de leur marché. Et ils ont appris. C'est ça que je dis en fait. C'est-à-dire que ils ont appris comment faire. On va dire que c'est grâce à une industrialisation, c'est-à-dire que là c'est la délocalisation volontaire de toutes les industries occidentales que la Chine a pu se développer. Ça c'est le point 1. Adama ensuite a évoqué effectivement, du moins dans son propos, il y a quelque chose qui m'échappe, mais je vais juste en fait revenir à l'Afrique. Aujourd'hui, Adama, moi j'appelle en fait à une renaissance en fait, c'est-à-dire aux intellectuels africains, ceux qui font des thèses, arrêtez de faire du réchauffé. C'est-à-dire arrêtez de reprendre les thèses libéraux, les thèses libérales, les keynésianistes. Allons vers notre propre, comment on appelle ça là, vers notre propre refondation. N'est pas le champion du libéralisme. Non, mais c'est-à-dire que regardons en fait comment il faudrait en fait développer quelque chose qui est différent. C'est ça en fait la chose. Notre élite, c'est-à-dire que nos élites économistes, c'est-à-dire que quand vous le regardez une fois encore, par exemple aujourd'hui quand on prend la politique monétaire, c'est-à-dire que la politique monétaire de toutes les banques centrales africaines, pour moi, qu'est-ce qu'ils ont finalement de points communs en termes d'échec? C'est-à-dire que la banque centrale, ils ont une mission, toutes les banques centrales dans le monde, une mission c'est stabiliser les prix en termes d'inflation. Est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui un pays en Afrique où une banque centrale a réussi à maîtriser finalement son inflation? Oui. Officiellement, oui, officiellement, il y a des pays avec les agrégats qui sont par exemple le Sénégal. Revenons au Sénégal. Quand on regarde finalement les chiffres publiés par la BCEAO, l'inflation au Sénégal, il est aux alentours de 3 à 4%. Ça veut dire que le prix, il y a une inflation de prix autour de 3 ou 4%. Toi, Madjiguet, une maman qui fait des courses, est-ce que tu sens finalement il y a 3 à 4% uniquement en termes d'augmentation de prix quelque part? C'est-à-dire que si on prend entre 2020 et aujourd'hui, les prix ont été multipliés par 3, par 4, par 5. C'est ça la vraie inflation. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi j'appelle, c'est ça l'idée en fait, c'est-à-dire que le dollar, c'est-à-dire que j'appelle à une nouvelle politique monétaire en fait africaine. Mais pas une nouvelle politique monétaire africaine basée sur ce que Milton Friedman avait sorti dans les années 70. Non pas sur une politique monétaire que les Hayek ou du moins tout ce que vous voulez, en fait, tous les libéraux finalement, ils ont sorti. J'appelle à une politique monétaire africaine qui prend en compte justement le fait que nous avons besoin d'une monnaie qui soit compétitive par rapport à la production qu'on va faire. C'est pour ça qu'on n'est pas, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on ne transforme rien en fait chez nous aussi. Parce que si vous transformez le peu que vous transformez, ils ne sont pas compétitifs. Les Chinois en fait nous passent devant. Parce que nous, pour acheter nos riz là, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour acheter nos riz, il faut 2 fois. En Asie, il faut juste 1 fois. Mais pourquoi les gens finalement vont payer 2 fois quoi? En Asie, il faut payer 1 fois. Donc moi j'appelle à comment on appelle ça là, aux intellectuels africains, à ceux qui, du moins qui enseignent les économies, arrêtons de redupliquer, c'est-à-dire de faire du réchauffé avec toutes ces théories, avec toutes ces thèses qui ne marchent pas chez nous. Mais finalement, est-ce que les États africains ont une marge de manœuvre? Parce que par exemple, si on voit que quand la Réserve fédérale américaine relève ses taux, les économies africaines en ressentent les contre-coups, que ce soit sur la dette, l'inflation et les importations. Donc finalement, est-ce que l'Afrique a ce point-là pour s'en sortir? Justement, c'est là où vraiment toute la phrase le dollar est une monnaie américaine, un problème africain ou mondial. Mondial, on va dire. En ce sens.
Parce qu'effectivement, quand la Fed décide de relever ses taux, tout le monde en ressent. Quand elle relève ses taux, déjà, vous avez un mouvement de balancier. Tous les fonds d'investissement, les grands investisseurs, ils essayent de replacer leur argent. Là où le rendement est plus élevé. Le rendement est le plus élevé pour une sécurité beaucoup moins exotique. Donc, tout le monde revient en Amérique et dans le territoire des nations libres. Donc, quand la Fed baisse ses taux, c'est le mouvement inverse. Donc, aujourd'hui, c'est l'Amérique, le rapport de force, il est américain. Il est en faveur de l'Amérique. Mais la monnaie n'est qu'un rapport de force. Quelles que soient les théories, la monnaie n'est qu'un rapport de force entre l'intérieur et l'extérieur d'un pays. Si vous produisez beaucoup, vous êtes compétitif, vous avez un bon environnement des affaires, une bonne fiscalité, une protection juridique claire, eh bien, vous allez produire beaucoup plus et vos produits vont aller compétir à des coûts moindres sur le marché international. Quand nous produisons localement et que vous avez une fiscalité lourde, une protection juridique floue, puisque vous êtes sur un terrain qui ne porte même pas votre nom, vous ne pouvez même pas lever de l'argent avec. Vous avez une main-d'œuvre mal formée, donc vous avez des ouvriers mais pas qualifiés. Vous n'avez pas de mécanisation, mais comment vous pourrez compétir avec des produits venant d'Asie? C'est là, la question, à mon avis, elle n'est pas monétaire. La monnaie, la monnaie américaine, par exemple, aujourd'hui, elle traduit juste la puissance de feu de l'économie américaine par rapport au reste du monde. On ne reviendra pas sur tous les comportements dominés par le dollar, mais si on prend, par exemple, la zone CEDEAO, qu'est-ce que nous exportons? Puisque la monnaie n'est que la contrepartie de nos exportations. La force de la monnaie, la force de notre monnaie par rapport au dollar. Combien avons-nous de réserves de change en volume? Oui, parce que, Adama, on ne peut pas avoir de réserves de change, du moins si nous n'exportons pas. Pourquoi les Chinois? C'est-à-dire que pourquoi les Chinois ils vont mettre de bronze? Parce que c'est le pays exportateur du monde. Il y a un rapport récent qui montre que 37 pays africains pèsent moins de 0,07% des réserves. Ça, j'aime pas, j'ai ça de au niveau mondial. Non, c'est juste pour dire, ce qui fait la force d'une monnaie. C'est sûr. Ce qui fait la force d'une monnaie, c'est le dynamisme de son économie. Oui, mais c'est lié d'abord. C'est sa capacité à exporter. Non, mais c'est lié. Et quand vous exportez, bien évidemment, ce sont vos réserves de change. Oui, mais... donc, plus vous avez de réserves de change, plus votre monnaie est forte. Je disais tout à l'heure que non, que le CFA n'est pas une monnaie forte, parce que nous avons à peine 4 à 5 mois de réserve de change, 4 à 5 mois d'importation. Donc, ce n'est pas une monnaie forte, c'est une monnaie stable. Par contre, c'est une monnaie qui assure un certain confort, puisque la parité fixe, elle est maintenue avec l'euro, et le couloir de change entre l'euro et le dollar est étroit. Mais la vraie problématique pour nos économistes, puisque tu les interpellais, mon cher Rivo, la vraie problématique, elle est ailleurs. C'est que les économistes ne sont pas au pouvoir. Et regardez autour de nous qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ok. C'est le rire. Mais nous n'avons pas encore, pour le moment, des politiques économiques parce que la plupart des pouvoirs africains sont gouvernés par des logiques de conservation de pouvoir, pas par des logiques de développement. Les élections viennent de se passer un peu partout. Vous avez vu les contestations énormes. Donc, les politiques de conservation de pouvoir ont pris le pas sur les politiques de développement économique. Mais déjà, est-ce que c'est possible de faire quelque chose par rapport à cette hégémonie du dollar-là? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là... Mais est-ce que ça dérange quelque part? Mais bien sûr que oui, ça dérange parce que justement, à cause de cette hégémonie, posez la question aux Iraniens. C'est-à-dire que vous posez la question aux Cubains. Qu'est-ce que les Cubains ont fait? Qu'est-ce que les Cubains ont fait? C'est-à-dire que les Cubains ont juste, en fait, ils ont refusé que les Américains, en fait, puissent les envahir. Qu'est-ce que les Vénézuéliens leur ont fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, il faut quand même qu'on arrête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes sur la liste, noire des Américains, parce que votre tête ne leur plaît pas. Par exemple, si demain, par exemple, le Congo, Tshisekedi dit, OK, moi, je ferme demain le cobalt, en fait, au monde entier. Il sera sur leur liste. Vous pensez que lui va rester longtemps dessus? C'est-à-dire que vous avez des gens, c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est-à-dire que le dollar, en fait, n'est que finalement
comment on appelle ça là, n'est plus qu'un instrument en fait de domination. C'est-à-dire qu'on veut vous dominer. Il faut que vous soyez esclaves. C'est ça que les gens n'en veulent plus. Et la Chine est arrivée à se développer malgré toutes ces... Non, mais justement, c'est avec ça que j'ai dit, c'est-à-dire que les Chinois... Et le Japon est arrivé à se développer malgré toutes ces... Attention, c'est-à-dire que les Japon, c'est-à-dire qu'ils l'ont détruit. Et le monde de l'Ouest est arrivé à se... La crise de 88 à Damas, c'est-à-dire que... Dites la vérité aux Africains. Non, mais aux Africains... Le développement, si nous voulons nous développer, il faudrait des réformes, il faudrait une horizontalité, c'est ce qu'on dit dans tous les débats ici. Je te suis. On parle de monnaie commune depuis combien de temps? Oui, mais c'est ce que je te dis. De la CEDEAO? Non, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que comme le débat, en fait, comme c'est un débat monétaire, mais qui implique nécessairement, en gros, finalement, beaucoup de secteurs. Je te souscris, Adama. Moi, j'appelle juste, en fait, je dis, c'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure, tu as parlé, pour faire la politique économique, il faut deux mamelles, la politique budgétaire et la politique monétaire. Nous, dans notre zone UEMOA, nous n'avons que la politique finalement, c'est-à-dire que budgétaire, parce que un essentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de politique monétaire. Mais si, c'est-à-dire que c'est ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que la Banque centrale, la BCE, non mais la BCE, c'est quand même oublier que la Banque des États de l'Afrique centrale et la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest ont quand même des comités de politique monétaire. Oui, mais ça, c'est-à-dire que c'est technique régulièrement. C'est-à-dire qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. De la monnaie. C'est un échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que le vrai problème, un des problèmes, pas le vrai, pour moi, le problème majeur, après, on peut apprécier, c'est la compétitivité de notre monnaie. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la Chine, comment elle a fait pour se développer? On peut aussi finalement regarder par rapport au yen japonais. C'est-à-dire que tous les pays qui se sont développés, aujourd'hui, quand je lui dis en fait, pourquoi les Américains reprochent aux Chinois, c'est-à-dire pourquoi les Américains font la guerre aux Chinois? Parce que les Chinois, ils ont appris, c'est-à-dire qu'avec le temps, ils ont appris à maîtriser. Voilà, ils ont appris à maîtriser une dépréciation compétitive en fait de leur monnaie. À quel moment on monte un peu, c'est-à-dire que leur banque centrale rachète, à quel moment finalement on baisse un peu, on vend, et c'est comme ça qu'ils le font. Nous autres Africains, ça veut dire en fait nous autres Africains, les gens qui sont dans les comités de gouverneurs de tous nos banques centrales, ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'appelle à un renouveau intellectuel africain, c'est-à-dire que nos économistes, qu'ils arrêtent de faire de répétita. Mais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut revenir avant que je perde juste un fil, c'est-à-dire que je veux ajouter quelque chose important. La monnaie par nature n'est pas le dollar. La monnaie par nature depuis l'histoire de l'homme, c'est l'or. C'est-à-dire que lorsque les 30 glorieuses françaises, c'est-à-dire que lorsqu'on est rentré dans le Bretton Woods, lorsqu'il y a eu l'accord de Bretton Woods, il n'y a pas eu en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de marché d'échange, il n'y a pas eu de volatilité en fait. C'est-à-dire que le commerce international, c'est-à-dire que se faisait finalement sur une seule parité, c'est-à-dire que c'est l'or. Vous comprenez? Donc, la monnaie en fait, c'est-à-dire que les Gantiner, du moins comme les Américains l'appellent, depuis 1909, là, ils l'ont imposé aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est les billets aujourd'hui. Quand vous regardez la valeur du billet dollar en 1900 et la valeur du billet dollar aujourd'hui en 2025, le dollar a perdu 99%. C'est juste un billet. C'est un rapport de confiance entre toi, Badjigan, ou entre toi, Adama et moi. Le jour où toi, tu dis finalement que ce billet, c'est un papier. C'est pour ça, en fait, le billet, c'est quoi? C'est du papier. Hein? C'est du papier qu'on imprime. C'est là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on fabrique des billets. C'est ça, en fait. Donc, du coup, l'or, en fait, c'est là le standard or. C'est-à-dire qu'il y a un magnifique livre, je ne sais pas si tu l'as lu, Adama, d'un économiste qui est décédé, il s'appelle Antal Fekete. C'était l'un des meilleurs spécialistes du moins de l'or, du moins qui a conseillé la Banque centrale à l'époque. Il était un économiste d'origine hongroise, en plus un génialissime mathématicien. Il a écrit un livre qui s'appelle Le retour au standard or, que je conseille finalement à tout le monde de lire. Mais la vraie monnaie, c'est l'or. Et là où j'ai dit, par exemple, aujourd'hui, dans cette proposition d'une nouvelle politique monétaire africaine, qui sont les meilleurs producteurs? Qui sont les pays qui produisent le plus de l'or dans le monde? Vous avez le Ghana, vous avez le Burkina, vous avez le Mali, vous avez la Mauritanie et vous avez l'Afrique du Sud. Bref, ils sont en Afrique. Et cet or-là, en fait, nous, on l'extrait. Or, aujourd'hui, quand vous regardez bien, toutes les banques centrales, toutes, sans exception, ils achètent de l'or tous les jours. Une once d'or aujourd'hui avoisine, je pense, aux alentours de 4000 finalement l'once. L'or qui a une décennie, c'était à 2000. Donc, vous êtes aujourd'hui, vous êtes le Mali, vous êtes le Burkina. D'ailleurs, le Burkina a compris, le capitaine Traoré. Il a dit qu'il allait transformer localement désormais et puis le garder. Mais pourquoi vous allez garder un billet qui a perdu 99%? Ça me permet de poser ma question. Est-ce que c'est un problème d'indépendance des banques centrales africaines?
Mais en fait, une fois... Est-ce qu'elles ont une marge de manœuvre nécessaire? Théorie classique encore. C'est-à-dire que les libéraux vont te dire à Madjiguène que les banques centrales doivent être indépendantes pour justement assurer une maîtrise de prix, maîtrise de l'inflation, et justement, ils doivent sortir de cette influence politique finalement à court terme, justement par rapport à ce qu'ils font. Les keynésianismes vont te dire que non, au contraire, la Banque centrale doit travailler main dans la main avec les États, justement parce qu'on a besoin de développer une économie sociale et ainsi de suite. Mais c'est ça aujourd'hui, moi, qui nous pose problème. On doit dépasser justement ça pour moi. C'est-à-dire que c'est plus une question d'indépendance ou pas indépendance, mais carrément en fait une nouvelle théorie monétaire africaine fait par les Africains pour le contexte africain. Si on ne fait pas ça à Madjiguène, on s'en sortira jamais. Alors, Adama, quel doit être le rôle de ces dernières-là? Alors, moi, je pense que effectivement, les banques centrales doivent être indépendantes des politiques. Libéral comme toi, oui, vous m'attendez. Il ne s'agit même pas de libéralisme, mais c'est un retour d'expérience sur la scène africaine. Quand je vois les soubresauts qui traversent l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec des coups d'État par-ci, des coups d'État par-là, je me dis que heureusement la Banque centrale est indépendante. Et c'est cette indépendance qui est aujourd'hui le vrai garant des francs CFA Afrique de l'Ouest. Parce que le fait d'avoir un organisme robuste, bien structuré, avec de la prévisibilité dans les décisions, avec du sérieux dans les déterminants de la politique monétaire, le taux directeur de la Banque centrale qui est fixé de manière trimestrielle par des experts de chez nous, par des économistes, par des fonctionnaires de la Banque centrale, mais de manière très indépendante, très démocratique, puisque parfois, ils ne sont pas d'accord tous et ils en viennent même au vote. Donc, nous avons quand même une architecture robuste qui est beaucoup, et c'est là le problème, qui est beaucoup plus crédible que les États. Le problème de l'UEMOA prise ici comme un échantillon représentatif de toute l'Afrique. Le vrai problème, c'est que nous avons des États faibles sur le plan juridique, faibles par rapport à leur rôle d'animateur de l'économie. Nous avons donc des politiques économiques qui ne sont pas conduites dans l'intérêt général, puisque l'intérêt général au sein de l'UEMOA, c'est assurer une bonne croissance, c'est créer de l'emploi, c'est arriver pas à une autosuffisance mais à une sécurité alimentaire, mais là, ce n'est pas la Banque centrale. Là, ce sont les États. Nous, le problème, c'est que dans nos échanges, on a souvent tendance à penser que la monnaie doit faire tout. Or, quand vous parlez du chômage, quand vous parlez de l'économie, quand vous parlez des routes, des infrastructures, de l'eau potable, ça, ce sont les États. Il faut que les États assument leur part. Il faut que les États assument leur part du travail. Parce que la monnaie, elle est là, mais une monnaie sans politique économique derrière, c'est une belle Rolls-Royce sans chauffeur. Alors, oui, c'est-à-dire que, Adama, c'est ça que j'ai dit en fait. Donc là, on parle de la même chose. Non, mais parce que j'ai l'impression que oui, parce que moi, ils chargent contre les banques centrales. Mais bien sûr, donc je veux revenir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très indépendantes. Moi, je suis contre en fait l'indépendance de la Banque centrale. En tant que démocrate que tu mets, Adama, comme nous tous d'ailleurs, parce que là, je dis démocrate, donc les gens vont penser que je suis, je sais pas, je sais pas, il faut préciser. Voilà. En tant que nous tous, en tant que démocrates, il faut préciser. Pose le problème en fait l'indépendance. Quelle est la légitimité à qui ces gens-là doivent rendre compte? C'est-à-dire que vous voyez, c'est-à-dire que le fait de nous donner indépendants, vous avez des gouverneurs qui décident seuls. C'est-à-dire que c'est une élite qui décide seuls. À qui ils doivent rendre compte? C'est ça le problème, en fait, du moins de cette indépendance. Ils disent, OK, d'accord, on relève les taux. Parce que, Adama, je veux quand même te rappeler, c'est-à-dire que là, tu as parlé de chômage. Ces gens-là, ils ont lamentablement échoué. C'est-à-dire, quand tu regardes le vrai taux officiel aujourd'hui, parce qu'après, le vrai taux officiel... Qui gère le chômage? Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde les vrais taux africains du chômage, c'est-à-dire que plus de 80% de nos populations ne travaillent pas. Après, ils font qu'on appelle ça là, ils se prennent tous comme des magiciens avec des chiffres, avec des stats, avec des modélisations pour dire que non, qu'on n'a que 12%. Il suffit de regarder. Il y a des gens dans nos pays, c'est là où vous regardez, il y a des gens dans nos pays qui n'ont jamais vu un emploi, qu'on appelle ça là, un emploi, comment dirais-je,
un emploi normal, en fait. Est-ce que ça peut être imputé aux banques centrales? Mais bien sûr que oui, parce que c'est la politique monétaire. C'est ça que je suis en train de dire. Quand la Banque centrale fait le rôle des États. Quand la Banque centrale dit qu'il resserre en fait ses taux, c'est-à-dire qu'il remonte les taux pour juguler l'inflation. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que le coût de crédit coûte plus cher. Les entrepreneurs comme nous, pour emprunter, ça coûte beaucoup plus d'argent. On ne peut pas recruter, en fait. Est-ce que tu comprends? Mais c'est ça, comme dit Adama, ce que vous dites dédouane les États de ce Non, rôle-là. en fait, ce que je dis, c'est que allons étape par étape. C'est-à-dire que je ne dis pas que ce qu'Adama a dit était faux. Je dis juste, en fait, je tempère. C'est-à-dire que Adama... Donc, pour vous, les États... Attends, je viens. C'est-à-dire que, d'abord, on fait 1, 2. C'est-à-dire que peut-être c'est mon côté binaire. 1, 2. Non, c'est-à-dire que... Vous êtes en train de dire que les États ne sont pas responsables les ministères de l'économie. Comment on parle de politique monétaire? Tout le monde est responsable. J'ai dit juste que la manière dont toi tu l'as exprimé, peut-être que je l'ai mal compris. C'est-à-dire que tu dis finalement que les banques centrales, ils font ce qu'il faut. J'ai dit non, déjà les banques centrales. Non, j'ai dit que les banques... Et en plus, je suis d'accord avec toi, les États non plus ne font pas ce qu'il faut. Mais le point de départ de ça, là vous revenez à ce que je viens de dire, parce qu'Adama lui-même l'a dit dans son propos, c'est qu'il y a un problème de thèse économique qu'on doit suivre. Quand Adama dit effectivement, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a le fait de dire que oui, que les banques centrales doivent être indépendantes ou pas indépendantes, là on tombe en fait dans la thèse actuelle. Les Chinois ne sont pas posés ces questions-là en fait. Les Japonais non plus. Mais pourtant, ils ont bien avancé. Et nous, on est là en train de dire, oui, comment on fait État fort, État faible. Les Chinois, ils ont réglé tout ça depuis longtemps. En fait, je ne dis pas que les Chinois est le modèle que nous devons suivre. C'est pas ça, ce que je dis. On doit s'inspirer. Parce que quand les Chinois ils ont vu le Japon, ils n'ont pas fait, c'est-à-dire que leur économie, une économie japonaise. Quand Deng Xiaoping a vu, en fait, ce que l'économiste Ozuma Shinmuro a fait avec l'économie japonaise, c'est le père de miracle l'économie japonaise. C'est de cet économiste-là. Ils n'ont pas dit, tiens, monsieur Ozuma, on va vous mettre, en fait, chez nous, on va vous dupliquer. Ils l'ont adapté. Moi, ce que je demande aux Africains, c'est que regardons ce qui marche ailleurs. Arrêtons de regarder cette politique cette politique libérale avec cette politique de gauche, je ne sais pas trop quoi. Regardons ce qui marche et appliquons-le finalement à notre contexte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il nous faut une monnaie forte? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il nous faut une monnaie faible? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il nous faut une monnaie arrimée avec l'or? Moi, je crois que oui. Par exemple, ça peut-être pour juguler l'inflation, parce que le bien va être adossé à quelque chose de concret. L'or, c'est quelque chose en fait qui ne se déprécie pas, qui a toujours été la monnaie de l'humanité, voilà, depuis qu'on appelait depuis Midas, ou bref, depuis tout ce que vous voulez, etc. Et tout, ça a toujours été le monnaie d'échange en fait de l'humanité. Le bien est venu très tard. Et le bien est venu très tard imposé par un groupe de personnes qui estimaient que voilà, qu'il faut y mettre des biens, peut-être des personnes qui ont des business, qui ont des intérêts dans l'imprimerie ou du moins dans la papeterie, parce que là on imprime énormément. Moi je pense que il faudrait juste avoir auprès de nos banques centrales une politique d'accumulation de réserves en or à côté des politiques d'accumulation de réserves en dollars, parce que nous sommes dans un monde où nous devons à la fois parer aux besoins quotidiens de l'économie, et ces besoins, c'est d'importer des marchandises et des services qui sont facturés en dollars. Donc nous devons en avoir auprès de nos banques centrales, parce que sinon vous allez avoir des pénuries et personne n'en veut. Je pense qu'on voit des exemples de pays où il y a des pénuries en ce moment. Donc ça, c'est une responsabilité. Les banques centrales rejettent une responsabilité. On ne peut pas dire qu'elles ne sont pas responsables et qu'elles n'ont pas été élies. C'est justement pour ça. C'est pour échapper à la vie partisane. C'est pour échapper à ces allers-retours entre les libéraux et les non-libéraux qu'on leur a assigné des objectifs. Attention, des objectifs en termes, par exemple, d'inflation, en termes, pour les Américains, de plein emploi, parce que c'est différent entre la Banque centrale européenne et la Fed. Donc là même, au sein du monde libéral, il y a beaucoup d'écoles par rapport à l'indépendance de la Banque centrale. Mais quand je regarde le cas de l'Afrique et que je vois la fréquence des changements anticonstitutionnels, quand je vois la tendance des pouvoirs publics à exercer le pouvoir au-delà de leurs prérogatives, à vouloir neutraliser l'opposition, à vouloir financer leurs partisans, à vouloir pratiquement changer le cours de l'économie une fois au pouvoir, je me dis c'est très bien qu'on ait des organes supranationaux qui sont quelque part le garant d'une sorte de neutralité dans la vie économique, dans la vie financière. Parce que si on avait, par exemple, je ne veux pas citer de pays,
Mais on a dans un pays un coup d'État, un président qui arrive avec cette velléité de tout prendre, de tout contrôler, de tout réprimer. Dis les exemples. Mais non, bon, Dis les exemples. je pense qu'il y a trop d'exemples là. C'est dans la généralité. Il y a trop d'exemples là. Donc, dans ce pays où le président arrive avec cette velléité souverainiste de tout prendre, de tout contrôler, heureusement qu'il y a la PCAO qui lui dit non, qui lui montre les limites. Et heureusement. Et ça, c'est une garantie. La BCEAO offre une garantie d'une vie économique beaucoup plus réglementée et d'une certaine sécurité pour les acteurs et les agents économiques. Donc, je pense que l'indépendance des banques centrales est une nécessité en Afrique. Je ne suis pas convaincu. On arrive au terme de cette émission. Donc, je voudrais te demander si l'Afrique peut faire quelque chose pour maîtriser ce taux de change quand même et essayer d'avoir un système monétaire mondial beaucoup plus adéquat. Oui, moi je pense que l'Afrique devrait d'abord regarder en elle-même ce qu'il faut faire en termes de réforme. Et je ne le rappellerai pas le nombre de monnaies que nous avons sur le continent, cette balkanisation monétaire. Mais je dirais qu'il y a des réformes à faire. Déjà entre banques centrales, il y a le caucus des banques centrales qui se réunit régulièrement, qui essaie d'aplanir les difficultés en matière de transactions et de commerce intra-africain. Il y a le PAPS, le Pan-African Payment System lancé par Afrique Exim Bank et qui permet aujourd'hui de commercer de monnaie en monnaie africaine sans l'intermédiation du dollar. Donc, les choses avancent. Il y a des réformes, il y a des projets, des propositions. Maintenant, pour peser sur le marché international, il faut une monnaie forte. Et là, nous ne l'avons pas. Et quand je dis monnaie forte, je parle d'une monnaie qui représente un petit peu des consommateurs estimés à plus d'1 milliard. Forcément, cette monnaie, elle peut peser parce que, encore une fois, la monnaie n'est qu'un rapport de force entre l'économie à l'intérieur et à l'extérieur, avec le reste du monde. Alors, Rivo, selon vous, quelle solution pour un peu casser, si c'est possible, cette poids du dollar sur l'économie, les économies africaines, pour ne pas dire l'économie mondiale? Mais il faut faire attention avec les Américains. Ils vous bombardent, ils vous tuent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont j'allais dire, sans fin ni loi, mais je ne suis pas loin. Donc, il n'y a pas de remède? Non, mais c'est pour ça que les Russes doivent s'en sortir. C'est pour ça que pas mal de pays, en fait, c'est-à-dire que tournent autour de BRICS parce que quand vous êtes seul, c'est-à-dire que si vous êtes seul, c'est un empire. C'est-à-dire que là, vous êtes en face à un empire. C'est-à-dire qu'eux, ils défendent leurs intérêts. C'est une part de marché qui voit ça. C'est-à-dire que le Sénégal, maintenant, n'utilise plus de dollars. Ça veut dire que la quantité de dollars qui était pour eux, maintenant, on va le donner à qui? Donc, il faut faire attention. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, c'est un instrument de domination pour eux. Et Adama l'a rappelé si bien, ils dominent le monde. C'était un empire. Ils étaient le seul. C'est-à-dire que toute personne qui veut mettre en cause cette domination-là, soit vous avez un problème, soit vous avez des insurrections sous faux drapeau. C'est-à-dire que, je pose encore la question, il faut que les Africains comprennent ça. Qu'est-ce que le Venezuela a fait à l'Amérique? Pour qu'aujourd'hui, toute finalement une armada de la marine américaine soit sur les côtes vénézuéliennes. Est-ce que le Venezuela a insulté Donald Trump? Est-ce que Maduro a pris, comme on dit finalement, est-ce que Maduro a pris, j'en sais rien, du moins du sable dans le hamburger finalement que Trump mange? Ils n'ont rien fait de tout ça. Tout simplement parce que le Venezuela, il faut les gens oublier, parce qu'une fois, ces gens-là, une fois encore, je dis, ils possèdent une des plus grandes réserves de pétrole au monde, que comment on appelle ça, leur ex-président Chavez l'a nationalisé, il a mis les Américains dehors. Et donc, les Américains, en fait, veulent récupérer, en fait, ce pétrole-là. Donc, les Africains, si on n'est pas, déjà, si on n'est pas solidaire, on va avoir un problème. Ça, c'est le point 1. Point 2. Adama a effectivement appelé de ce vœu, effectivement, c'est que ce n'est pas la première fois, mais là, je le souscris et là, je le soutiens. Merci. La fin, en fait, de cette balkanisation. Mais je rappelle juste Adama, en fait, il y a un hic, en fait, dans notre vœu, Adama. C'est que c'est-à-dire qu'un État souverain demande, en fait, à ce qu'il se batte monnaie. Donc, forcément, nous avons 54 pays, c'est ça, 54 pays sur le continent, hormis zone UEMOA et hormis zone CEMAC. Les autres, en fait, ça fait partie de souverainisme. Les Algériens, ils sont souverains. Ils se disent qu'ils battent, en fait, finalement, de la monnaie. Les Marocains, ils estiment qu'ils sont souverains. Ils battent de la monnaie. Donc, il y a un vrai sujet, comme je l'ai dit encore, il y a un vrai sujet au niveau de l'Union africaine. C'est-à-dire que l'Union africaine, pour moi, aujourd'hui, à part d'être budgétivore, dirigée par des fonctionnaires, les bureaucrates, pour moi, qui ne servent à rien,
Il y a un vrai, c'est-à-dire qu'il y a une vraie idéologie finalement à revoir. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut finalement tel qu'on souhaite, toi et moi, en disant, écoutez, il faut qu'on ait une seule monnaie. Et que c'est cette monnaie, en fait, cette seule monnaie peut-être soit l'or. C'est ça, en fait, parce qu'on va revenir à ça. Une fois encore, je l'ai dit, moi, j'appelle, en fait, au retour de l'or. C'est-à-dire que la seule monnaie, par nature, et qui est vraie, et qui ne se déprécie pas, c'est l'or. Et l'or, il y en a sur ce continent. Aujourd'hui, je veux commercer, finalement, je voudrais faire du commerce avec l'Angola. OK, combien? C'est avec l'or. C'est-à-dire que la monnaie, finalement, ça va être convertible en or. Je pense que c'est vers ça qu'il faudrait qu'on fasse. D'ailleurs, c'est le BRICS. Ils sont en train de réfléchir autour de cette convertibilité de l'or, en fait, autour de ça. Mais si nous, en tant qu'Africains, comme Madame a rappelé, on l'entend de son propos, je pense qu'on pèse 0,1 ou je ne sais pas trop quoi, ça veut dire 0,07%. voilà, 0,07%, ce genre de choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire contre une mastodonte? Les gens qui sont dominants, ils vont vous écraser. Mais néanmoins, le dollar ne nous convient pas à Madjiguène. C'est-à-dire que, en fait, c'est un choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes un pays souverain. Le Sénégal est un pays souverain. Le Madagascar est un pays souverain. Le Mauritanie est un pays souverain. Si on dit finalement que nous, on ne veut pas utiliser le dollar, on veut utiliser, j'en sais rien, moi, on veut utiliser le rouble. Pourquoi on devrait finalement avoir un problème? Malheureusement, aujourd'hui, si vous faites ça, les Américains vont vous dire, oui, tu vas vraiment avoir des problèmes. Alors, Adama, votre conclusion. Je finirai par citer 3 pays. Là, je prends les exemples parce qu'ils sont positifs. C'est les 3 premières réserves de change en Afrique. Et puisque vous les citiez, c'est la Libye qui est devant. Malgré la guerre, malgré les crises, la Libye a toujours répondu à ses obligations parce que c'est un pays qui a les plus grandes réserves de change en Afrique. Et donc, c'est le pétrole. Merci le pétrole. Et vous avez en deuxième position l'Algérie. Merci le gaz et le Merci pétrole. le gaz. Et le pétrole. Et merci surtout le gaz. Et vous avez en troisième position l'Afrique du Sud. Merci les matières premières. Merci les matières premières. Donc voilà un petit peu l'état de l'Afrique. Ces 3 pays ont vraiment des réserves conséquentes. Ont des monnaies aussi qui sont très stables par rapport au dollar. Et sauf, vous voyez, la monnaie sud-africaine, elle est flottante, elle change tous les jours avec les décisions de la Fed, avec des déclarations même américaines. Donc c'est ça. Parce que tout celui qui est fixé sur le dollar. Celui qui veut s'inspirer du régime de change flottant n'a qu'à aller regarder l'Afrique du Sud et puis regarder son compte en banque tous les soirs. L'Algérie a une monnaie qui est ultra protégée, mais malgré tout, elle est complètement en déroute par rapport au dollar. On a 2 marchés maintenant, le marché parallèle et le marché officiel. Donc, l'État déploie beaucoup de moyens pour contrôler le cours du dinar algérien en injectant massivement d'ailleurs des dollars pour les stabiliser. Planche à billets. C'est le même cas que le Nigeria. Et la Libye, malgré donc tout ce qu'elle a traversé, elle réussit quand même à garder l'équilibre. Donc, il y a là matière à réfléchir. Je dirais que pour l'Afrique, on n'a pas une autre alternative. La seule alternative, c'est essayer d'avoir une monnaie qui compte, qui soit convertible, et une monnaie aussi qui puisse refléter le niveau de notre compétitivité, nos besoins, nos économies. Et là, je sais que c'est un vœu pieux, mais je crois beaucoup à ce qui se fait autour de la ZLECA. Et je pense que c'est le seul vrai projet vraiment bancable que l'Afrique ait enfanté depuis 1960. Merci beaucoup, Adama. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci, Rivo. On va conclure ce débat sur le dollar, une monnaie américaine, un problème africain. Merci aux internautes qui nous ont suivis durant tout le long de ce débat et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Grand Débat. Merci.